Le 24 mars 2015, le vol 4U9525 s'apprête à faire le trajet retour depuis l'aéroport de Barcelone à 10h locale, soit 9h UTC, pour un vol prévu d'environ 1h40 à destination de l'aéroport de Düsseldorf. Nous comptons 144 passagers, originaires de 18 pays différents, dont 72 Allemands et 51 Espagnols. Parmi eux, nous retrouvons entre autres le baryton Oleg Bijak et sa collègue contralto Maria Radner, ainsi qu'une classe de 16 lycéens allemands. Du côté de l'équipage de la Germanwings, la branche low-cost de Lufthansa, le Air France allemand, il est identique au trajet aller effectué le matin même. 4 personnels navigants commerciaux et 2 pilotes, le commandant de bord Patrick Sodenheimer et son copilote Andreas Lubitz. Il décolle sans encombre et sans aucun signe avant-coureur. À 9h30 UTC, l'avion atteint son altitude de croisière de 38 000 pieds, soit 11 600 mètres. Les 2 pilotes confirment les instructions du contrôle aérien marseillais Direct Eye-More, Merci, Germanwings 18 Golf. Et cela sera leur dernière communication avec eux. Ce n'est que 8 secondes plus tard que tout va se jouer. En effet, le commandant de bord Sodenheimer demande à son copilote Andreas Lubitz de prendre en charge les communications radio pour aller aux toilettes. Il laisse alors le jeune homme de 27 ans seul au cockpit. 29 secondes plus tard, l'altitude sélectionnée du pilote automatique passe de 38 000 pieds à 100 pieds, c'est-à-dire à peine 30 mètres. Dans les 2 minutes qui suivent, l'avion ne fait qu'accélérer et diminuer son altitude dangereusement. Le contrôle aérien français essaye d'entrer en contact, mais c'est silence radio. 9h34, le commandant de bord revient des toilettes et demande l'accès au poste de pilotage. L'équipage à l'extérieur du cockpit commence à taper à la porte pour tenter de rentrer. Les coups sont de plus en plus violents. L'avion se rapproche du sol, l'avertisseur sonore s'enclenche, les premiers passagers paniquent. Le commandant ordonne d'aller chercher un pied de biche pour forcer l'entrée. L'équipage essaye d'enfoncer la porte, de la tordre, le massif rocheux est à quelques centaines de mètres. L'avion file à plus de 640 km/h. Une seconde alarme se déclenche. Sodenheimer. Andreas, ouvre cette foutue porte! 9h40. L'appareil heurte le talus avec son aile droite. Les cris des passagers se mélangent aux alarmes de l'appareil. L'engin déracine des troncs, laboure la terre et rompt les arbres, tout cela sur plusieurs centaines de mètres. 9h41 et 6 secondes. L'avion Delta Papa X-Ray de la Germanwings termine tragiquement sa course sur le flanc de la montagne de la commune de Prah-Haute-Bleue. L'impact est tel que l'appareil de 37 mètres pour 78 tonnes se désintègre complètement. Les débris, ne mesurant pas plus de 3 mètres, sont projetés sur plusieurs hectares. Le constat est malheureux, mais évidemment dramatique. Les 150 occupants y perdent tous la vie. Mais qu'a-t-il pu bien se passer pendant ces 13 minutes où le commandant Sodenheimer a quitté le poste de pilotage ? Le copilote a perdu connaissance? Un intrus s'est-il introduit dans le poste de pilotage? Quelqu'un a-t-il hacké les systèmes de l'avion? L'enquête donnera une réponse rapidement. Une réponse bien moins grandiloquente. Le copilote Andreas Lubitz a utilisé l'avion pour mettre fin à ça. Andreas Lubitz naît le 18 décembre 1987 à Montabaur, en Allemagne. Il est l'enfant de Günther Lubitz, un ingénieur pour un groupe suisse de verre d'emballage, et d'Ursula, professeur de piano. Il grandit à Neubourg sur le Danube, en Bavière. Sa mère l'aime d'un amour surprotecteur, tandis que son père, lui, est plutôt absent. Il a beaucoup d'attentes sur les performances professionnelles et scolaires de son fils. En ce sens, Andreas se passionne très vite pour l'aviation. Enfant, il colle sur ses murs des reproductions d'avions. Décrit comme un garçon intelligent et sympathique, il n'a qu'un rêve, devenir pilote. Enfin, cela s'avère plus qu'un rêve, c'est une obsession. En effet, depuis petit, ses proches le définissent comme de nature monomaniaque. Sa passion est devenue une idée fixe, et certains le disent même obsédé par les Alpes. Au point où à 9 ans, il effectue son premier vol à l'aéroclub de Sisto, club situé à environ 70 km de la commune de Prah-Haute-Bleue. Funeste hasard ou lieu prémédité, personne ne le sait vraiment. En tout cas, à 14 ans, Andreas s'inscrit à l'aéroclub de vol à voile de LSC Westerwald. Il est vite défini comme doué et passionné.
L'été après son bac, il travaille à Burger King où les 400 € qu'il gagne sont réinvestis en heures de vol. Et après ses vacances, il touche du bout des doigts son rêve. Andreas est sélectionné par Lufthansa, détentrice de Germanwings, pour intégrer en septembre 2008 leur école de Brême en Allemagne. Le but étant d'entamer une formation de pilote de ligne. Il est ensuite transféré à Phoenix, en Arizona, aux États-Unis. Et c'est à ce moment précis que les premiers signes alarmants apparaissent. En effet, il connaît alors sa première dépression, période qu'il décrira dans son journal intime comme l'une des plus sombres de sa vie. Cela est remarqué par les médecins du Bureau de l'aviation civile américaine, la FAA. Il le déclare alors « unfit to fly », inapte au vol. C'est retour direct à la case départ en Allemagne. En juillet 2009, il tente le renouvellement de son certificat médical dans un centre de Lufthansa, mais sans succès. Pour rappel, les pilotes et élèves pilotes, encore maintenant, doivent annuellement passer une visite médicale pour certifier leur capacité à voler. Si une vidéo t'intéresse sur le sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'est en tout et pour tout 18 mois d'arrêt qui le plonge dans un choc profond. Il sera mis sous traitement médicamenteux. Mais on vous le rappelle, Andreas est un monomaniaque et il ne compte pas s'arrêter là. En effet, peu de temps après l'arrêt de son traitement, le certificat médical lui est enfin réaccordé, mais avec tout de même 2 points grisâtres au tableau. La nécessité d'examens médicaux spécifiques réguliers et une réserve indiquant qu'il deviendra non valide en cas de rechute dépressive. Retenez bien cette information car elle se fera sens plus tard. Mais malgré tout, son psychiatre estime que son épisode dépressif est résolu. Cela lui permet d'enfin retourner au centre de formation de la Lufthansa à Phoenix. Et il en ressortira avec sa licence de pilote de ligne en poche. Andreas a enfin réalisé son rêve. Cependant, ce ne sera pas si simple pour le jeune diplômé. À l'époque, un pilote sur 10 est au chômage et les places sont chères. Mais vous l'avez bien compris, ce n'est pas ce qui va l'arrêter. Il arrive à intégrer la Lufthansa, toujours cette même compagnie, en juin 2011 en tant que steward, histoire de garder un pied dans les airs. Une stratégie qui porte ses fruits, puisqu'après avoir obtenu sa qualification de type sur Airbus A320, il intègre leur filiale low cost, la Germanwings, en 2013 en tant que copilote. Le rêve est alors atteint pour Andreas. Il a 25 ans, il gagne 65 000 € par an, il vit à Düsseldorf avec sa compagne Catherine, court des semi-marathons et a une vie sociale plus qu'active. Mais cette vie a priori idyllique va vite s'obscurcir en décembre 2014. Andreas est victime d'un trouble visuel mystérieux qui va assombrir sa vue. Le premier diagnostic est sévère. Il pourrait souffrir de DMLA, une maladie dégénérative qui pourrait provoquer la cécité. Cependant, cela est vite contredit, mais le mal est déjà fait. Sa nature monomaniaque, ce premier diagnostic faussé et la peur de ne plus pouvoir piloter le font sombrer dans une psychose. Comme j'ai peur de devenir aveugle et que je continue à faire une fixation sur mes yeux, je ressasse cette idée sans cesse et le stress augmente. Il retombe alors dans une spirale dépressive où se mêlent insomnie, crise de panique et cocktail médicamenteux. Il prend des anxiolytiques, des somnifères et des antidépresseurs. En 5 ans, Andreas a consulté pas moins de 40 médecins du secteur du grand public, dont 7 le mois de l'accident. L'un d'eux lui conseille même un traitement en hôpital psychiatrique. Mais tout cela est trop tard. Et sa dépression sera aussi fatale pour lui que pour les 149 occupants de ce funeste vol 95-25. Mais alors que tous les signes étaient là, et que son passé psychiatrique était déjà connu, comment Andreas Lubitz a-t-il pu être aux commandes de cet avion le 24 mars 2015 ? La réponse est malheureusement simple. Il ne devait tout simplement pas travailler ce jour-là. Le 9, 12 et 18 mars, 3 avis d'arrêt de travail lui sont prescrits, mais jamais transmis à Germanwings. Andreas cache en toute conscience son état, puisqu'entre décembre 2014, début de son soi-disant voile visuel, et le jour de l'accident, il fait bien attention de ne contacter aucun médecin du secteur aéronautique. Et oui, on se rappelle de la réserve qui a été émise lors de son certificat médical d'avant-formation, indiquant qu'il deviendrait non valide en cas de rechute dépressive. Cela l'a poussé à cacher son état, et la réglementation allemande de l'époque est claire sur ce point. Si le titulaire d'un certificat médical contacte son médecin de famille ou un autre médecin qui détecte une maladie non compatible avec les fonctions de pilote ou avec la sécurité des vols, le médecin contacté n'a pas l'obligation d'informer l'examinateur aéromédical responsable, ni l'employeur, ni l'autorité de l'aviation. Andreas fait donc de la rétention d'informations. Le rapport du BUA, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, conclut que le jour de l'accident, le pilote souffrait toujours d'un trouble psychiatrique.
et que aucune action n'a pu être prise par les autorités ou l'employeur du copilote pour l'empêcher de voler le jour de l'accident, car ils n'ont pas été informés par le copilote lui-même, ni par quiconque, médecin, collègue ou membre de la famille. cette rétention d'informations, ce silence qui caractérise souvent les personnes en détresse psychologique, est, dans ce cas, ambigu et pourrait dénoter d'une certaine préméditation. Tout d'abord, les propos d'Andreas, rapportés par sa petite amie de l'époque, interrogent. Je vais faire quelque chose qui va changer le système. Tout le monde connaîtra mon nom. De plus, l'analyse de sa tablette montre que peu avant l'accident, Andreas avait fait des recherches en ligne sur des méthodes pour mettre fin à ses jours et sur le fonctionnement de la porte du cockpit. On le rappelle, il l'avait verrouillée de l'intérieur. L'enregistreur de données de vol révèle que pendant le trajet aller reliant Düsseldorf à Barcelone, le sélecteur d'altitude du pilote automatique a été à de multiples reprises réglé à 100 pieds lorsque le commandant de bord Sonnenheimer s'absentait pour aller aux toilettes. Les enquêteurs interpréteront cela comme une répétition de son acte. Et lors du vol retour, durant lequel l'accident s'est passé, les enregistrements audio démontrent qu'à plusieurs reprises et de manière insistante, Andreas invite le commandant de bord à prendre sa pause et à aller aux toilettes. Certains psychologues qui se sont penchés sur la question sont aussi très critiques concernant la qualification de son acte. Andreas Riff, professeur en psychiatrie à l'université de Francfort, le compare à celui de tuerie de masse en milieu scolaire. Pour Jean-Pierre Bouchard, psychologue, les preuves de préméditation n'en font pas plus qu'un homme aux idées noires, qu'un tueur de masse. Et le constat d'un confrère Serge Effez est sans appel. Même Carsten Spohr, PDG de Lufthansa, déclare lors d'une conférence de presse que le terme suicide n'est pas approprié lorsqu'on entraîne 149 personnes avec soi. Du côté de la famille, c'est Gunther, le père de Lubitz, qui niera le funeste geste et la dépression de son fils. Bien loin des analyses des psychiatres, il préfère se conforter dans l'hypothèse d'un journaliste aéronautique, Tim Van Beveren, affirmant qu'Andreas aurait pu tomber dans les pommes à cause d'une intoxication au monoxyde de carbone. Quoi qu'il en soit, des véritables intentions d'Andreas Lubitz, le BEA conclut après un an d'enquête. La collision avec le sol est due à l'action délibérée et planifiée du copilote qui a décidé de se suicider lorsqu'il était seul dans le poste de pilotage. Le processus de certification médicale des pilotes, en particulier l'autodéclaration en cas de diminution de l'aptitude médicale entre deux évaluations médicales périodiques, n'a pas permis d'empêcher le copilote, qui connaissait les troubles mentaux avec les symptômes psychotiques, d'exercer les privilèges de sa licence. Et comme vous pouvez le voir dans cette conclusion, le BEA met subtilement le doigt sur les failles de ce système médical, position qu'ils appuient avec 3 facteurs principaux de ce passage à l'acte. En numéro 1, la crainte d'Andreas de perdre son poste s'il avait signalé aux autorités une baisse de ses capacités médicales. En numéro 2, les pertes financières, car la compagnie n'assurait et ne payait pas sa couverture en cas de retrait de licence. Et en numéro 3, l'absence de ligne claire dans la réglementation allemande concernant le moment où une menace pour la sécurité du public l'emporte sur le secret médical. Et effectivement, cette omerta est systémique. Au-delà du cas de Lubitz, une étude de l'Aerospace Medical Institute démontre qu'entre 1990 et 2001, aux États-Unis, parmi 61 pilotes d'aviation générale contrôlés positifs aux antidépresseurs après leur accident mortel, seuls 7 avaient avoué être diagnostiqués avec des troubles psychologiques et seulement 3 ont confié avoir pris des antidépresseurs. Et chiffre encore plus glaçant, sur ces 7 pilotes, 6 ont déclaré lors de leur visite médicale précédant les accidents ne plus être dans ces conditions psychologiques et ne plus prendre de traitement. A noter aussi que de lourds traitements, notamment celui d'Andreas, peuvent jouer un rôle dans le fait de se donner la mort. L'antidépresseur agomélatine que Lubitz prenait détient une molécule pouvant provoquer des comportements suicidaires selon la revue médicale prescrite. Effet et hypothèse corroborée par le médecin diplômé de l'aéronautique, Bernard Debray. Il définit sa prise de médicaments comme sans doute responsable de son passage à l'acte. Alors, est-ce qu'un accompagnement psychologique plus compréhensif dans l'aviation et des systèmes d'assurance médicale pour des maladies psychiatriques auraient permis d'éviter le crash du vol 95-25 ? Nous ne le saurons malheureusement jamais. Dans tous les cas, suite à leur enquête sur cet accident, le BEA émettra 10 recommandations à l'EASA, l'Agence européenne de la sécurité aérienne, à la Commission européenne, à l'IATA, l'Association du transport aérien international, ainsi qu'au ministère fédéral des transports allemand, à l'OMS,
et à l'Ordre des médecins d'Allemagne. Alors que c'était déjà le cas aux États-Unis au moment du drame, les autorités aéronautiques imposent dans certains pays la règle des 4 yeux, c'est-à-dire la présence constante de 2 membres de l'équipage dans le poste de pilotage. Si l'un des 2 pilotes sort pour aller aux toilettes, un membre de l'équipage doit le remplacer dans le cockpit. Et parmi d'autres compagnies, Lufthansa n'échappe pas à la règle, puisqu'ils vont appliquer cette mesure quelques jours après le crash. Il y a un tel retentissement que même les gouvernements d'Australie et du Canada imposent cette règle des 4 yeux dans la foulée. Mais elle ne fera pas long feu. Elle provoque des levées de boucliers de la part de certains syndicats de navigants. Ils jugent cette mesure à la fois inefficace et dangereuse due aux nombreux allers-retours dans le cockpit, où un passager pourrait s'y introduire. C'est pour cela qu'en juillet 2016, les autorités révisent complètement cette mesure avant qu'elle ne soit complètement abandonnée en 2017 par plusieurs compagnies, dont Lufthansa. Du côté médical, un groupe de travail est lancé par les autorités aériennes et émet 6 recommandations qui seront appliquées dès octobre 2015. Une évaluation psychologique dans le cadre de la formation de pilote de ligne ou avant la prise des fonctions, la généralisation des dépistages aléatoires de drogue et d'alcool, le renfort de la formation et de la surveillance des examinateurs de la médecine aéronautique, la mise en place de réglementations nationales permettant de trouver un juste équilibre entre la confidentialité du patient et la protection de la sécurité publique, et enfin l'adoption de systèmes de soutien aux équipages dans le cadre d'un environnement de travail non punitif et sans atteinte au principe d'une culture juste. Donc côté santé mentale, ces recommandations sont entendues puisqu'elles mèneront à de nouvelles réglementations adoptées par l'UE en juillet 2018. De nouveaux programmes de soutien pour aider les pilotes à reconnaître, à faire face et à surmonter les problèmes qui pourraient affecter leur capacité d'exercer, l'extension des dépistages aléatoires dans toutes les compagnies européennes et surtout l'obligation des compagnies à procéder à des évaluations psychologiques de leurs pilotes avant emploi. Concernant la France, ces mesures sont inscrites dans le marbre via la législation en octobre 2021, rendant ces règles européennes immuables et constitutives de l'aviation française. Et côté secret médical, le l'EASA crée et impose en octobre 2021 le référentiel aéromédical européen, c'est-à-dire un système qui facilite l'échange d'informations entre les différents examinateurs aéromédicaux, notamment les antécédents des pilotes et les changements de certification médicale. Que retenir de ce dramatique fait divers? Tout d'abord, malgré cette catastrophe qui a marqué les esprits de toutes et tous, les cas de pilotes se donnant la mort par crash d'avion dans l'aviation civile comptent seulement 6 accidents depuis 1982, dont 3 de certains incluant Germanwings et 3 autres où l'acte est fortement probable mais discuté. Cependant, je me dois de mentionner le crash d'Air India survenu cette année qui, au vu des circonstances suspectes, pourrait rejoindre cette tragique liste. Mais la grande majorité de ce genre de cas surviennent plutôt dans l'aviation générale, c'est-à-dire les avions de 2 ou 4 places. Ensuite, l'autre point important que nous montre ce drame est que, comme nous l'avions vu avec ma vidéo du crash du Tenerife en 1977, le milieu de l'aviation apprend constamment de ces tragiques accidents. Il met toujours en place de nouvelles procédures et de nouvelles mesures pour combler les failles et pour que les situations ne se reproduisent pas, rendant l'aviation, encore une fois, le transport le plus sûr au monde. L'autre élément à retenir, c'est le profil d'Andreas Lubitz. Son geste restant impardonnable, on peut se demander si la surprotection de sa mère et la pression de son père absent n'ont pas eu un rôle dans ses névroses. Le tout accentué par son cadre de travail oppressant, notamment dans le cas d'une potentielle incapacité à exercer et de grosses failles systémiques. Ce cas tragique me permet de rappeler que la santé mentale, la nôtre ou celle des autres, n'est pas à négliger. Et cela, quel que soit le milieu, pro ou privé. C'est pour cela que je voulais finir en vous prévenant que si vous ou l'un de vos proches traversez une crise suicidaire, vous pouvez appeler le numéro 3114. Il vous mettra en lien avec des professionnels de santé qui seront à votre écoute et vous aideront. Et sans forcément parler de cas aussi extrêmes, si vous ressentez un mal-être ou une dépression, le gouvernement a mis en place un programme Mon Soutien Psy. Il permet d'avoir 12 séances avec un psychologue, chacune à 50 € et remboursée par la sécurité sociale à hauteur de 60%. Donc si vous n'allez pas bien, ne restez pas dans le silence, ne restez pas seul dans votre détresse. Il y a des gens et des professionnels pour vous aider. Sur ce, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez cette vidéo si vous avez aimé ce genre de format et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouve vite et rappelez-vous, ne gardez pas les pieds sur terre, ayez la tête dans les airs. Salut!